Et normalement, c'est bon. Du coup, simplement, je vais hop, enlever ça. Est-ce que vous voyez, mon support? Oui. Voilà, mon Oui, c'est bon. support. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour, le webinaire, pardon, du jour qui est, sur, donc les économies, d'énergie. On va voir comment on peut, gagner, de l'argent et aussi, être au service de l'environnement en faisant des économies d'énergie. Aujourd'hui, donc on est en présence de, la région Grand Est, donc on accueille, chaleureusement Émilie Maillard, qui est chargée de mission à transition énergétique pour la région Grand Est, et Noé Morlet de Carlin, qui est chargé d'une mission animation sur la filière énergie renouvelable, toujours à la région Grand Est. Et puis on a aussi la joie d'accueillir donc Antoine Cadoret, qui est donc conseiller Bas-Rhin à l'association Alter Alsace Énergie. Ils vont se présenter bien évidemment un peu plus en détail, ainsi que leur structure juste après, puisque je leur donnerai la parole. Simplement vous redire que voilà, on est dans la démarche UNAT Grand Est Tourisme Durable. Donc, UNAT Grand Est, il y en a peut-être certaines et certains qui ne nous connaissent pas, donc on est la tête de réseau du tourisme social et solidaire. Et donc, dans nos missions, on a une mission d'accompagnement des structures touristiques vers leur transition écologique. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a créé une nouvelle démarche qui s'appelle UNAT Grand Est Tourisme Durable, et qui va prendre différentes formes. Aujourd'hui, c'est sous forme de webinaire, plutôt de sensibilisation. Et puis, on aura d'autres temps, et ça, on y reviendra, mais on en aura d'autres formes aussi à vous proposer plus tard, sous forme de visites, de rencontres, de formations, de temps d'échange. Voilà, il y aura plusieurs temps comme ça qui seront consacrés à cette thématique sur le tourisme durable. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole aux intervenants, et donc notamment à Antoine Cadoret pour Alter Alsace Énergie. Et j'arrête Très mon bien. partage. Merci Caroline. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à ce webinaire. À mon tour du coup de partager mon écran. Est-ce qu'on est bon? C'est bon. C'est bon, vous voyez bien la présentation? Parfait. Euh, donc au sommaire de ma partie du webinaire consacrée à la sobriété énergétique, donc on va parler des consommations d'énergie et des enjeux climatiques. Donc vous aurez le droit de participer à un petit quiz. L'UNAT justement a prévu un petit sondage, un sondage pour chaque question que je vais vous poser. Donc n'hésitez pas à répondre assez rapidement pour pas qu'on perde trop de temps non plus. Il n'y en aura pas beaucoup, mais c'est histoire de sonder un petit peu un peu vos connaissances sur ces parties-là. Et ensuite, on rentrera dans le sujet en parlant de sobriété, d'éco-gestes et les bonnes pratiques à avoir. Je présente ma structure du coup, donc Alter Alsace Énergie. Donc, comme son nom l'indique, on travaille en Alsace, mais parfois aussi sur la région Grand Est, dans le domaine de l'énergie de façon globale, et un peu plus précisément donc, sur la sobriété, la maîtrise de l'énergie à travers des gestes simples. À travers de la rénovation énergétique aussi, on accompagne des collectivités, des particuliers, des structures dans le cadre de projets de rénovation ambitieuses. Et surtout, c'est aussi notre troisième pilier, c'est les énergies renouvelables, parce que justement, on est fervent défenseur d'un scénario 100% renouvelable en Alsace et en France. Donc, c'est un peu aussi notre leitmotiv. Du coup, sans plus tarder, le quiz sur les économies d'énergie et les enjeux climatiques. Et la première question, c'est à votre avis, combien de temps nous avons pour limiter le réchauffement global à 2 degrés vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre? Donc entre 10, 30 ans, 100 ans, ou c'est déjà trop tard? On va laisser quelques secondes pour que vous puissiez répondre. Je vois du coup le sondage en direct, c'est génial.
Il y a beaucoup de pessimistes, j'ai l'impression, de connecter. Il y a beaucoup, beaucoup de pessimistes. Il ne faut pas être aussi pessimiste, malheureusement, car il nous reste moins de 30 ans. On parle souvent de 2050 comme limite pour être neutre en émissions carbone. Et pourquoi cette limite à 2050? C'est parce que justement, c'est un objectif d'ici 2100 de limiter le réchauffement à 2 degrés. Et j'aime beaucoup justement présenter cette courbe parce qu'en fait, ça montre les différentes courbes qu'on aurait pu suivre dans les années précédentes. C'est-à-dire que si on avait commencé en 2020, en 2000, pardon, à l'an 2000, on aurait une courbe beaucoup plus flat, donc beaucoup plus tranquille pour réduire nos émissions. Alors que maintenant, plus on attend et plus justement la courbe est raide, et donc plus la réduction doit être imminente et importante pour atteindre et pour tenir justement ces 2 degrés d'ici 2100. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi aujourd'hui à ces questions-là. Deuxième question, quel est le secteur qui consomme le plus d'énergie en France? Donc, les 4 grands secteurs que nous avons, ce sont l'agriculture, le transport, le tourisme et les bâtiments. Donc, je vous laisse répondre au sondage. Attention à ne pas confondre consommation d'énergie et émission de CO2. J'attends qu'il y ait une quinzaine d'heures. On est combien? On est 23. Allez, j'attends qu'il y ait une bonne dizaine de réponses. Voilà. C'est parti. Donc, c'est le bâtiment qui est le secteur qui consomme le plus d'énergie en France. Donc, effectivement, le tourisme n'est pas un secteur à proprement parler. On a plutôt tendance à parler de l'industrie. Le tourisme qui est plutôt, on va dire, flouté dans la partie transport et bâtiment, parce que je crois que dans les études qui ont pu être menées, c'est surtout dans la partie transport qu'il y a le plus d'émissions de CO2. Et effectivement, justement, si on doit comparer les deux graphiques en termes de consommation, c'est vraiment le bâtiment qui consomme le plus. Le transport, lui, émet le plus de CO2 en France. Donc attention, effectivement, comme je le disais, à ne pas confondre. Et dans le bâtiment, quel est le poste qui consomme le plus d'énergie? Est-ce que c'est la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage ou l'éclairage? Allez-y, à vos souris. C'est bien, vous êtes super réactif. Et en plus, vous répondez correctement. C'est bien le chauffage qui consomme le plus d'énergie dans la partie bâtiment, avec un peu plus de 40% des besoins consacrés au chauffage. Pour illustrer justement cette réponse, on voit un peu la différence entre les années 90 et les années 2010, où on a une augmentation. Vous voyez ma souris si je la balade sur la présentation? Oui. On voit justement qu'entre 1995 et 2014, l'augmentation globale, on a une augmentation globale des consommations d'énergie, mais la répartition n'est pas la même. On a une légère baisse au niveau du chauffage, une légère augmentation au niveau de l'eau chaude sanitaire, une augmentation au niveau de l'électricité spécifique, donc c'est tout ce qui est éclairage, équipement informatique, équipement électrique, et une grosse augmentation de la part de la climatisation. C'est un des gros leviers, des gros enjeux des consommations électriques, c'est la climatisation qui consomme énormément d'énergie pour quelques mois dans l'année. Et cette augmentation est due notamment à l'essor de la technologie et à l'augmentation des températures et des surchauffes des canicules en été. Autre illustration qu'on a aussi, vous connaissez tous cette pyramide des performances énergétiques des bâtiments. Et cette pyramide en fait, a été construite selon les réglementations environnementales et thermiques qu'on a pu avoir depuis les années 70, depuis le premier choc pétrolier. Donc c'est depuis cette date qu'on s'intéresse à la performance énergétique des bâtiments. Et on voit qu'au fur et à mesure, justement, plus les décennies passaient et plus on s'intéressait à des performances du bâtiment. Donc maintenant, voilà, on met une étiquette A qui est à moins de 50 kWh par mètre carré et par an. Et maintenant, les bâtiments passifs sont même à moins de 15 kWh par mètre carré et par an. Et avec dans le Grand Est une représentation justement où on a
un fort parc encore déperditif, avec justement en moyenne des bâtiments entre les étiquettes D et F, D et G même. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la conversation. Je suis pour que les échanges se fassent au fil de l'eau, il n'y a aucun souci. Et dernière question, me semble-t-il, c'est que représente, avant-dernière question, que représente 1 kWh? Est-ce que c'est justement un cycliste qui fait une course pendant 10 heures? Est-ce que c'est une voiture qui parcourt 1,4 km, voiture à essence? Je préfère le préciser. Est-ce que c'est la consommation d'une ampoule basse consommation pendant 67 heures ou une douche de 3 minutes à 60 degrés? Alors, on sent que dans le milieu touristique, l'eau chaude est un élément fort. J'attends encore un petit peu. Il y avait un petit piège. Le piège, c'est que tout correspond. C'est-à-dire que 1 kWh, on peut le représenter de façon différente en fonction justement de l'énergie qu'on va utiliser. On aime bien justement représenter les consommations d'équipements électriques par un équivalent en éclairage, parce que c'est quelque chose qu'on va visualiser beaucoup plus facilement, ou des consommations de chauffage, soit en kilomètres parcourus, soit en nombre de cyclistes, pour justement essayer de sensibiliser les gens. Et voilà, donc on arrive à la dernière question du quiz avant d'attaquer vraiment la sobriété et les éco-gestes dans un plus grand détail. Là, on va s'intéresser un peu plus au gaspillage. Donc, je vous ai mis quatre cas qu'on peut rencontrer assez fréquemment, autant dans des bâtiments tertiaires que dans vos lieux de tourisme. Donc, à votre avis, une chasse d'eau, est-ce que c'est plus ou moins de 500 € par an, une chasse d'eau qui fuit? Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour voter. La limite, on va passer en revue. Je vous laisse réfléchir de votre côté. Il n'y a pas forcément besoin de savoir quel est votre point de vue, mais c'est pour vous ayez vous une idée à vous faire. Un détecteur de présence trop sensible, donc c'est-à-dire une lumière qui s'allume intempestivement, ou un couloir qui s'allume intempestivement, est-ce que c'est plus ou moins que de 40 € par an? Un chauffage mal réglé, donc c'est-à-dire qui ne fait pas de réduit, donc qui est tout le temps à 20 ou 22 degrés par exemple, est-ce que c'est plus ou moins de 600 € par an? Et ensuite des équipements informatiques électriques comme une imprimante et une box en veille, combien à votre avis ça coûte par an? Donc sans plus attendre les réponses, globalement on voit que le gaspillage coûte cher. Une chasse d'eau, c'est équivalent à plus de 750 € par an, parce qu'on estime qu'on est à plusieurs mètres cubes de pertes pour une seule chasse d'eau sur l'équivalent d'une année. Et après, donc rapporté au au coût du mètre cube, ça peut aller très très vite. Pareil pour un détecteur de présence. Donc là, c'est là où on va s'intéresser justement à la sensibilité des détecteurs. Sachant que là, on est sur des détecteurs qui équipent des ampoules LED, par exemple. Un chauffage mal réglé, vous voyez que ça va aussi très vite. Donc, le chauffage, c'est de mi-octobre à mi-avril, réglementairement parlant. Donc, plus 700 € sur la facture, c'est non négligeable. Surtout peut-être pour des petites structures comme certaines. Et les équipements informatiques, tout dépend du nombre que vous avez, mais vous voyez que juste une imprimante et une box Internet, ça peut aussi aller très vite. Et de façon générale, il faut vous dire qu'il y a un réacteur nucléaire en France qui compense tout le gaspillage électrique. Parce que justement, on est dans des proportions telles que celle-ci. Maintenant, si on parle un peu plus de sobriété, qu'est-ce qu'on entend par sobriété? Est-ce que c'est sobriété, mais avec le confort qui va avec, ou est-ce que justement, si on veut faire des économies, il faut aussi qu'on touche un peu au confort? On va voir justement qu'il y a des choses qui sont compatibles, que justement, c'est des notions qui sont compatibles. J'aimerais juste revenir sur les différentes sobriétés qu'on a. Il en existe trois grandes familles de sobriété. On a la sobriété dimensionnelle,
Donc, c'est adapter la taille de nos équipements par rapport à nos besoins. Donc, justement, si j'ai tendance à rouler seul dans ma voiture, est-ce que je vais plutôt prendre un minibus, un 4x4 ou une petite voiture? Si on n'est que deux à la maison, est-ce que je prends un réfrigérateur américain et 3 congélateurs dans le garage? Est-ce que c'est nécessaire? Un appartement ou une grosse villa? Voilà, c'est adapter la dimension vraiment de l'équipement à nos usages. Ensuite, on a la sobriété d'usage, justement. Donc, ça concerne tout ce qui est éclairage public. Est-ce qu'on maintient l'éclairage la nuit alors qu'on n'a personne dans les rues ou dans des rues vraiment très, très peu utilisées? La vitesse sur autoroute aussi. On entend souvent parler que rouler à 110, c'est plus économe, c'est plus sobre que rouler à 130 et on perd que quelques minutes sur un long trajet. Donc, c'est ce genre de choses aussi qu'on parle de sobriété ou de température d'eau chaude sanitaire. Donc, est-ce que ça vaut le coup de maintenir un ballon à 70 degrés alors qu'on l'utilise qu'à entre 50 et 60 degrés? Et enfin, la sobriété coopérative ou conviviale, si on peut donner des termes un peu plus joyeux. Donc, ça s'apparente à tout ce qui est l'habitat collectif, le covoiturage, le transport en commun. Donc, vous l'avez compris, mettre en commun les équipements, les usages pour le bien des économies et du plus grand nombre. Et juste fait une petite phrase, attention à l'effet rebond, parce que justement, c'est des choses qu'on a souvent tendance à voir. C'est par exemple mettre en place du photovoltaïque sur notre toit et on va se dire, ah ben, c'est bon, on va pouvoir installer un peu plus d'équipements, un peu plus de frigo, un peu plus de climatisation, par exemple. Et donc, en fait, là, on n'est pas du tout dans la sobriété, on est dans l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on va penser être plus sobre parce qu'on profite d'un élément technique qui est très, très peu consommateur. Un autre exemple qu'on a aussi, c'est la LED. Souvent, quand on remplace de l'éclairage en LED, on va tendance à remplacer au 1 pour 1. Donc, c'est sûr que globalement, on va faire des économies d'énergie, mais par contre, vous allez éclairer une salle comme une salle de spectacle, parce que la LED éclaire beaucoup plus que des ampoules halogènes ou que des néons. Et donc, c'est là aussi où finalement, mettre moins de LED que de néons que vous avez initialement contribue à de la sobriété et à des gains énergétiques. Pourquoi on parle de sobriété? Donc, d'où ça vient? Alors, de notre point de vue, chez Alter Alsace Énergie, on l'utilise via le scénario Négawatt. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un scénario qui prône en premier lieu la réduction des consommations d'énergie au plus proche des besoins. C'est pour ça qu'on va d'abord s'intéresser à la sobriété. C'est aussi pour ça que j'interviens en premier dans ce webinaire, parce que c'est l'un des piliers de la réduction des consommations et d'une approche globale. Je ne peux pas valider celle-là ni la semaine dernière. Pourquoi? Ah, j'ai fait une. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Merci. Et sachant que la sobriété, c'est un gain qu'on peut estimer entre 7 et 15%. On peut même aller jusqu'à 20 ou 30% suivant le bâtiment s'il n'y a vraiment rien de fait au niveau réduction des consommations, avec très très peu d'investissement. C'est-à-dire que remplacer les LED, mettre en place une régulation sur le système de chauffage, c'est les seuls investissements qu'on pourrait avoir sur la sobriété. Donc c'est vraiment un gain énergétique très très fort par rapport à de l'argent mis sur la table. Donc on a tendance à dire que pour 1 euro investi, on va économiser 4 euros. Ensuite, on a la partie sobriété, le pilier efficacité, où là, par contre, on va s'intéresser finalement aux équipements. Donc, à proprement parler, le bâtiment et son enveloppe et l'isolation de ce bâtiment. Donc, je laisserai parler mes confrères de la région tout à l'heure par rapport à ce volet-là. S'intéresser au système de chauffage aussi éventuellement pour le rendre un peu plus propre et plus efficace. Donc là, on est vraiment sur la partie enveloppe du bâtiment, dans la partie efficacité et encore une fois, réduction des consommations. Et une fois qu'on a fait ces deux parties-là, on peut s'intéresser à la partie renouvelable parce que justement, on est arrivé à un niveau tel qu'on consomme uniquement ce dont nous avons besoin pour maintenir une température adéquate dans nos locaux. Pareil en termes de consommation d'électricité, on ne consomme pas plus.
Et donc là, on peut s'intéresser à faire du renouvelable et pourquoi pas du 100% renouvelable sur son bâtiment. On va passer maintenant à la partie éco-geste. Donc, on distingue nous, du point de vue d'Alter Alsace, en 3 grands domaines, le chauffage, l'éclairage, l'électricité et les consommations d'eau. Donc, je vais vous présenter un peu en revue les différentes techniques, les différents éco-gestes qu'on peut avoir. Et sur le chauffage, on va surtout s'intéresser au robinet thermostatique. Donc, c'est ce que vous avez à l'image, c'est ce que peut-être la plupart de vous avez. J'ai vu justement que au moment de l'inscription, c'était une question qu'on vous avait posée et c'est vrai que vous n'êtes finalement pas beaucoup à avoir de robinet thermostatique. Donc, on va pouvoir regarder ensemble l'intérêt des robinets. Première question, donc là c'est pareil, vous n'aurez pas de sondage, parce que c'est histoire de gagner du temps, mais juste de vous faire une réflexion propre. Sur quel réglage allons-nous mettre le robinet thermostatique lorsque vous êtes en hiver, dans votre bureau, dans votre, en tout cas, pièce d'activité, pièce de vie? On va mettre un réglage sur 3, parce qu'on estime que c'est globalement une température de 19-20 degrés qui est respectée en mettant le robinet sur ce réglage-là. Et c'est la température qui est recommandée, qui est réglementaire vis-à-vis de la réglementation thermique. Ensuite, même question, mais lorsque vous avez ce petit boîtier, un thermostat d'ambiance, dans la même pièce. Donc, on veut toujours du 19 degrés dans cette pièce, mais là, par contre, on a un thermostat programmable ou un thermostat sur lequel on peut justement venir régler la température. Et là, au lieu de le mettre sur 3, on va le mettre sur 5 pour que justement, ce soit vraiment le thermostat et la sonde de température du thermostat qui contrôle la pièce. Et que ce soit cette sonde-là qui détecte quand est-ce qu'on atteint les 19 degrés et quand est-ce qu'il faut couper la pompe de la chaudière pour ne plus alimenter le chauffage parce qu'on a atteint la température idéale dans la pièce. Parce qu'il faut savoir que justement, le robinet thermostatique est un organe de réglage, de régulation. Donc, si vous avez 2 organes de régulation dans une seule et même pièce, vous avez 2 équipements qui vont finalement fonctionner avec des sensibilités différentes et donc vous n'allez pas réguler correctement. Je continue donc. 2 exemples où on a des réglages identiques. C'est lorsqu'on s'absente quelques heures ou la nuit, lorsqu'on n'a pas d'activité dans nos bâtiments. On va tendance à passer du réglage 3 au réglage 2, qui correspond plutôt à une température de 16 degrés environ. Et c'est ce réglage-là, oui, pardon, qui permet de créer un réduit, donc un mode inoccupation dans nos bâtiments. Et pour l'illustrer, on entend souvent qu'il vaut mieux maintenir une température tout le temps dans nos bâtiments, c'est plus économe que de couper la chaudière ou que réduire la chaudière. Alors, je tiens à préciser parce que couper la chaudière et réduire la chaudière n'est pas du tout la même chose. La couper, ça veut dire vraiment qu'on la déconnecte, enfin, on coupe son alimentation, donc elle ne peut pas se rallumer toute seule. Alors que si on fait un réduit, donc un mode éco, on change uniquement la température de consigne. Donc, c'est-à-dire que la chaudière est en stand-by, et tant qu'on n'atteint pas cette température de consigne, là dans mon exemple c'est 15 degrés, tant qu'on n'atteint pas cette température dans nos pièces, la chaudière ne se rallume pas. Et c'est là où justement on crée des économies d'énergie. Parce qu'entre le moment où là j'ai pris le cas dans une maison, donc on chauffe le matin, le midi et le soir, entre le moment où on quitte notre maison et le moment où on arrive, du fait du passer du mode confort au mode éco, on a justement toute cette plage-là, toute cette surface-là qui est une source d'économie d'énergie. Puisque à partir du moment où vous quittez votre maison, le bâtiment ne va pas descendre automatiquement à 0 degré. L'inertie, les déperditions vont faire qu'il va doucement tomber en température. Et à midi, avant que vous rentriez, le bâtiment n'aura pas forcément atteint les 15 degrés. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir relancer le chauffage pour qu'au moment où vous arrivez à midi et demi, là dans mon cas, il fasse de nouveau 19 degrés. Même idée pour l'après-midi et pour la nuit, où justement, pendant notre absence, on ne chauffe pas inutilement le bâtiment, on met en place un mode réduit pour justement bénéficier de ces économies d'énergie. Parce qu'en mettant
une autre fausse bonne idée qu'on a tendance à entendre, c'est lorsque je mets sur 5, le robinet thermostatique, le chauffage va aller plus rapidement, va chauffer plus vite. Ça, c'est faux parce que finalement, le robinet thermostatique on n'a pas un débit qui est plus élevé au niveau de l'eau chaude qui rentre dans le radiateur. C'est juste que le robinet va rester ouvert beaucoup plus longtemps. Donc, vous allez surchauffer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est là où vous allez créer du gaspillage énergétique. Lorsque vous rentrez après 2 heures d'absence, ben justement, on va remettre sur 3. Donc, c'est ce que je viens de dire. Je l'ai dit un peu tôt. Et on ne va pas mettre sur 5 parce que justement, comme dit, un réglage sur 5, le chauffage va durer plus longtemps et ne va pas être plus rapide. Alors qu'en mettant sur 3, votre chauffage va remonter en température et une fois qu'il aura atteint les 19-20 degrés, il va se couper automatiquement. Et ça, c'est la petite synthèse justement du bon fonctionnement et de la bonne utilisation d'un robinet thermostatique. C'est que globalement, lorsque vous avez justement le réglage 0 sur le robinet, c'est uniquement pour l'aération des pièces, notamment en hiver. Le flocon, c'est un mode hors gel qu'on va utiliser lors d'absence un peu plus longue durée, donc supérieure à 2 jours, donc un peu plus qu'un week-end prolongé. Et ensuite, vous voyez les différents réglages entre 1 et 3, qui sont justement les réglages qu'on préconise. Un réglage sur 4 ne provoque que de la surconsommation, ou alors c'est que vous êtes vraiment dans un bâtiment qui est très très déperditif et que vous avez du mal à atteindre les 19-20 degrés avec le réglage numéro 3. Et ensuite le réglage numéro 5, qui lui ne sert que en été, non pas pour chauffer, mais pour éviter que justement ici le petit clapet qu'on a dans la robinetterie du thermostatique ne se bouche, ne se grippe, et que vous soyez obligé de taper dessus à la reprise en hiver, au moment de rallumer le chauffage. Donc le réglage numéro 5 sur un robinet thermostatique n'est intéressant qu'en été ou que quand vous avez le thermostat d'ambiance, comme on l'a vu tout à l'heure. Je passe maintenant sur la partie électricité et éclairage. Donc les pratiques relativement courantes, mais qui sont toujours bonnes à rappeler, c'est de penser à bien éteindre en sortant d'une pièce. On n'éclaire pas inutilement une zone. Profiter au maximum de la luminosité naturelle. Donc, éviter d'avoir des rideaux trop occultants ou de se bloquer justement des fenêtres avec des équipements extérieurs ou intérieurs. Parce que justement, tant qu'on a de la luminosité naturelle qui rentre dans le bâtiment, autant en profiter et ne pas allumer nos pièces inutilement. Et lorsqu'on a la possibilité de zoner la grande pièce en termes d'éclairage, ben, essayer d'allumer que ce qui nous intéresse et pas l'ensemble de la pièce. En termes aussi de fonctionnement, on a plusieurs systèmes qui permettent d'alimenter l'éclairage. Ça peut être des détecteurs, des minuteurs. Donc attention à ne pas trop complexifier, de ne pas mettre trop d'équipements différents dans vos bâtiments. Attention à bien choisir les luminaires aussi. Quand on achète une ampoule, il y a énormément d'informations dessus. On a les températures de couleur, les lumens, donc le flux lumineux, l'efficacité énergétique, la durée de vie de l'ampoule. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte parce que c'est ce qui va créer aussi un phénomène de confort dans la pièce. Et comme je vous le disais tout à l'heure, attention aussi quand vous remplacez des ampoules par de la LED, à ne pas remplacer forcément au 1 pour 1, parce que la LED éclaire beaucoup plus. Juste une petite slide sur les températures de couleur, où vous voyez que justement, donc, elles sont indiquées en Kelvin, et chaque température correspond à une ambiance. Donc, globalement, on va être sur des lumières plutôt blanches pour tout ce qui est vraiment travail spécifique, garage, entrepôt ou tout ce qui est santé. Lumière autour des 3000 Kelvin pour de la cuisine, salle, magasin, donc là où on va faire un peu plus du travail minutieux. Et ensuite, si on est vraiment sur une ambiance plus confort, cosy, on va plutôt chercher des lumières chaudes, donc autour des 2000-2700 Kelvin. Les bonnes pratiques au niveau des consommations d'eau. Donc là, je vous ai mis des données qu'on partage, nous,
chez Alter Alsace, qui sont des notions justement de consommation d'eau sur des points de puisage. Donc vous avez tout ce qui est lavabo de salle de bain ou de sanitaire, donc c'est vraiment là où on fait que du lavage de mains. On estime qu'être à 4 litres par minute maximum, c'est largement suffisant pour ce type d'usage. Donc j'imagine que justement dans vos lieux touristiques, vous avez une partie sanitaire qui est très importante. Donc n'hésitez pas justement à vérifier vos débits d'eau. Et je vous ai mis justement ici un tableau qui permet de calculer rapidement son débit d'eau. Donc en remplissant 1 litre d'eau et en mesurant le temps que vous mettez à le remplir, vous avez automatiquement le débit en litres par minute. Donc en fonction de ce que vous avez mesuré, est-ce que si c'est un lavabo, un évier de cuisine ou une douche, ça vous permet de savoir si vous êtes économe ou pas et du coup de changer. Et pensez à vérifier régulièrement vos chasses d'eau parce qu'une fuite de chasse d'eau, ça ne se remarque pas forcément tout de suite. Il y a un léger remous dans l'eau du siphon, on entend de temps en temps la chasse d'eau se déclencher. Donc n'hésitez pas à faire un tour assez régulièrement parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut vite coûter cher. Et il faut savoir que les consommations des sanitaires, uniquement des chasses d'eau, représentent quand même 20% des consommations dans un logement, ce qui n'est pas négligeable. Et on parle d'eau potable, donc de l'eau que vous payez et qui est quand même une ressource importante. De façon maintenant un peu plus générale, et on va arriver au terme de ma présentation, c'est comment vous lancer dans la démarche. Parce que c'est bien beau de vouloir mettre en place des éco-gestes, peut-être que vous en mettez déjà une partie en œuvre, mais c'est important justement de cibler déjà les premiers éco-gestes, ceux qui vous semblent les plus pertinents, ceux sur lesquels vous vous êtes pas encore penché, d'essayer d'expérimenter, donc comme je vous l'ai dit par exemple sur les mousseurs, pour les robinets ou pour l'éclairage ou pour la mise en place d'une régulation sur le chauffage. Il faut expérimenter, ne pas hésiter à partager vos bonnes pratiques dans votre réseau, donc avec vos confrères du tourisme, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien, et d'y aller à votre rythme. Mais pour rythmer justement la mise en place des éco-gestes, il est primordial de suivre vos consommations. Et suivre les consommations ne veut pas dire uniquement payer ses factures et regarder rapidement ce qu'il y a sur la facture. Ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on va et donc de relever les compteurs d'énergie. Donc ça peut être les compteurs d'eau chaude, les compteurs d'eau chaude aussi quand il y en a, d'électricité, de gaz, etc. Pour s'assurer qu'on suit une consommation qui est régulière ou qui est pertinente par rapport à notre bâtiment. Je fais un petit zoom, un petit détail par rapport à vos factures, parce que c'est quelque chose justement qu'on a tendance à avoir, nous, quand on suit des collectivités. C'est qu'on a tendance à avoir une facture, on la paye, on la range et on ne l'analyse pas plus que ça. Donc, ce qui est important à regarder sur une facture, c'est la période de consommation. C'est parce que parfois, on a des périodes qui sont de 1 mois, de 2 mois, ça peut être on reçoit une facture qu'au bout d'1 an. Et donc, ce n'est pas ça qui nous permet de suivre correctement nos consommations. Donc, c'est important de s'intéresser à quelle période ma facture relève. Est-ce qu'on parle de kilowattheure ou de mètres cubes? Donc, est-ce qu'on parle d'eau, de gaz, d'électricité? Quel est le montant TTC, quel est le montant hors taxe de ma facture et le montant de l'abonnement? Parce qu'il faut savoir qu'de manière générale, votre abonnement ne doit pas dépasser plus de 10% de la facture totale. Donc ça c'est surtout valable pour la partie électricité. Lorsque votre abonnement pur vous coûte plus de 10% de votre facture totale, c'est que votre abonnement n'est sûrement pas adapté à votre consommation. Et donc, il faut revoir ça avec votre fournisseur d'énergie. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est important de faire des relevés de consommation sur les compteurs, donc sur le site directement. Ça permet justement d'avoir des valeurs, parce que comme dit, voilà, les valeurs sur facture ne sont pas toujours des relevés, on a souvent des estimations, donc je pense notamment à la partie électricité, tant qu'on n'a pas de compteurs Linky qui ne sont pas encore raccordés ou téléconnectés, ça ne fonctionne pas. Et parce que sur les factures qui, par exemple, n'arrivent que tous les ans ou que tous les semestres, on ne se rend pas tout de suite compte des surconsommations ou des éventuelles fuites qu'on a pu avoir. Et donc, au moins, comme ça permet de réagir beaucoup plus rapidement. Au sein d'Alter Alsace Énergie, nous, on a mis en place un logiciel qui permet justement de suivre les consommations des bâtiments, donc sur les 3 volets que je vous ai présentés aujourd'hui. Et ça, c'est un exemple justement pour une collectivité
où justement ils ont plusieurs bâtiments et ils ont un visuel sur la répartition des consommations en chauffage de chaque bâtiment et avec justement des objectifs de réduction des consommations. Donc la barre théorique a été alimentée en fonction des factures qu'ils nous ont fournies. La barre cible correspond à uniquement moins 10% de consommation par rapport à la valeur théorique. Et la valeur réelle, elle est alimentée grâce au relevé de consommation. Donc ça permet justement au responsable technique, lorsqu'il va sur site, il relève les consommations au niveau des compteurs, il le renseigne dans notre outil, et au fur et à mesure, il se rend compte si il est économe, si les gestes qu'il a mis en place dans son bâtiment ont été efficaces ou non, et ça lui permet justement d'avancer dans ses réflexions à ce niveau-là. Là, c'est un exemple un peu plus concret d'une mairie, par exemple, où justement, donc, on a eu leurs factures, donc ça permet d'avoir justement un peu un historique et une courbe de l'évolution des consommations. Et là, on a des équivalents qui permettent aussi de facilement se rendre compte si on gaspille ou pas. Et donc là, on voit qu'au niveau de l'eau, ils consomment un petit peu beaucoup trop d'eau. Potentiellement qu'ils ont des toilettes publiques ou ce genre de choses, ou de l'arrosage qui se sont branchés dessus, ou ils ont peut-être une fuite, tout simplement. Enfin, dernier point, c'est comment sensibiliser la clientèle, parce que c'est vrai que vous êtes usager du bâtiment, mais finalement, si vos clients qui utilisent vos locaux ne font pas d'efforts, tout ce que vous mettez en place n'a pas forcément de raison d'être. Donc là, je vous ai mis plusieurs possibilités, hein. Il y a rien n'est obligatoire, mais c'est des choses auxquelles nous, on a essayé de penser par rapport à notre métier. Et parfois, étant donné le leitmotiv de l'UNAT et de votre réseau sur le tourisme social et solidaire, vous êtes aussi sûrement face à des clients qui sont relativement sensibilisés à l'environnement et peut-être à l'énergie. Donc, si vous mettez justement en avant vos résultats, votre ambition, votre façon d'être sobre dans votre bâtiment, peut-être que ça peut les intéresser. Leur donner de la documentation tout de suite quand ils arrivent, pour tout de suite qu'ils savent que là où ils sont, vous êtes sensible à tout ça. Pourquoi pas aussi les féliciter une fois qu'ils partent ou mettre de l'affichage en disant grâce à vous, on a pu réaliser X% d'économie cette année. Ce qui est toujours le plus délicat, c'est de faire de l'affichage. Donc, au niveau du robinet ou des interrupteurs, pensez à éteindre, pensez à couper le robinet. Ça, c'est pas toujours le bienvenu. Donc, ça dépend du type de client que vous avez. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes, ce genre d'affichage. Pourquoi pas parler de chiffres en euros? Ça peut toujours être intéressant parce que on en a parlé tout à l'heure rapidement en introduction, parce que l'intérêt de faire des économies d'énergie, c'est aussi de provoquer des économies financières. Donc, si grâce aux économies d'énergie, vous arrivez à vous dégager de l'argent pour réinvestir dans vos structures, etc., ça peut toujours être le bienvenu. Donc, n'hésitez pas à faire justement de la pub à ce niveau-là, que c'est grâce à ça que vous avez pu améliorer certaines choses dans vos structures. Parfois, on peut limiter les accès, donc certains robinets thermostatiques sont bloquables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser le réglage 3 ou on ne peut pas mettre sur 0. Donc parfois, ça peut être intéressant. Les détecteurs de présence aussi évitent les interrupteurs, donc évitent cet allumage intempestif, à condition de bien les régler comme on a pu le voir tout à l'heure. Et pourquoi pas mettre en avant des labels, si c'est votre cas ou vos objectifs. Donc là, en grande ligne, je dirais surtout donc, ne pas les obliger, mais leur faire prendre conscience de l'enjeu et finalement de les sensibiliser. C'est bon pour moi, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai respecté plutôt le timing. Je n'ai pas vu de questions au fil de l'eau, donc n'hésitez pas, si ça vous vient encore dans la suite, j'y répondrai à la fin. Merci beaucoup, Antoine. Je vois pas non plus de questions, mais vous pourrez les poser par la suite si elles vous viennent plus tard. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Émilie Maillard pour la suite de cette présentation. Alors, je vais partager. Hop. J'espère que ça s'affiche à l'écran. Oui, c'est parfait.
Très bien. Merci. Donc, bonjour à tous. Émilie Maillard, donc je suis chargée de mission transition énergétique à la région Grand Est. Je suis basée à Épinal. Et donc, avec mon collègue Noé, nous allons vous présenter en 2 temps, à la fois les parties, enfin, vous donner des éléments concernant la rénovation énergétique, et ensuite Noé enchaînera avec les énergies renouvelables. Ce qu'on fera, c'est que je vais déjà vous présenter des éléments sur la rénovation des bâtiments. Ensuite, on aura un temps de questions-réponses si vous avez des questions. Et puis après, Noé prendra la suite sur les énergies renouvelables, avec également un temps de questions-réponses si besoin est. Alors, au niveau de la région, sur la transition énergétique, donc on est sur un programme qui s'appelle Climaction, qui est commun avec l'ADEME. Vous avez des interlocuteurs de proximité. Alors la carte est un peu petite, mais vous pourrez aussi la retrouver assez facilement sur le site, de la région, sur le site Climaction. Donc on est 15 chargés de mission basés, un petit peu partout dans la région, dans ce qu'on appelle des maisons de région, hein, qui sont des antennes locales, et on travaille à la fois sur la réno énergétique et les énergies renouvelables pour les collectivités, mais également pour les associations. Donc, la plupart de vos structures étant a priori associatives, sachez qu'on peut vous accompagner sur vos projets en complément, des aides que peuvent apporter nos collègues, du tourisme. J'ai vu qu'il y avait quelques collègues, de la direction du tourisme qui étaient connectés. Donc sachez que les aides de Climaction, vont arriver en complément de ces aides du tourisme. On peut avancer si c'est possible, merci. Alors au niveau du programme, on travaille, donc bien entendu sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. On a également des interventions sur l'économie circulaire, là ça concerne vraiment les entreprises. Également sur la mobilité et puis sur, les démarches, climatiques, démarches de territoire, par exemple les plans climat, énergie, territoire, et cetera. On a une équipe qui est assez vaste dans pas mal de domaines. Alors, tout d'abord, je vais commencer par un préliminaire sur le décret tertiaire. Ça fait partie des questions qui vous ont été posées. Donc enfin, certains d'entre vous, a priori, le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sachez que c'est un décret qui oblige les bâtiments ou ensemble de bâtiments sur une même unité foncière. Par exemple, si vous avez, 2-3 petits bâtiments qui sont, vraiment les uns près des autres, donc tous ces bâtiments ou ensemble de bâtiments qui, au total, font plus de 1 000 m² de surface, de faire des économies d'énergie par rapport à une année de référence qui doit être, au plus tôt 2010. Les objectifs sont quand même ambitieux, c'est qu'en gros, il faut que vous arriviez à faire moins 40 d'énergie en 2030 et moins 60 en 2050. Ce qui signifie que, pour ces bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire, il va falloir réellement, si ce n'est pas encore fait, préparer un programme de travaux ambitieux pour atteindre cet objectif des moins 60 en 2050. Et je vous invite, tout de suite à penser le moins 60 parce que les premiers pourcentages sont les plus faciles à grappiller. Par contre, c'est les derniers qui sont souvent les plus difficiles et qui peuvent parfois vous obliger à faire des travaux que vous avez déjà faits, et à les améliorer. Pour les personnes donc soumises à ce décret tertiaire, vous avez des déclarations sur une plateforme qui a été mise en place par l'ADEME qui s'appelle Opérate. On peut avancer sur la slide s'il vous plaît. Et donc sur cette plateforme, vous allez devoir remplir des informations qui concernent à la fois l'usage du bâtiment, les bâtiments et les surfaces concernées, leurs sources d'énergie. Et puis, depuis, 2022, ça fait 3 ans où, tous les ans, vous devez indiquer les consommations d'énergie des bâtiments au titre de l'année précédente. Donc il y a un vrai suivi de la part de la plateforme, qui vous oblige d'une part à avoir ces consommations d'énergie, donc à les mesurer de votre côté et donc à prendre le temps de les rentrer. L'objectif étant de pouvoir mesurer, l'atteinte ou non, de ce décret, du respect de ce décret tertiaire. Alors, je vais pas aller plus loin sur, le décret tertiaire, je vais tout de suite continuer sur la partie, rénovation énergétique. Je reviens pas sur Négawatt, on vient de vous en parler, donc là, on est vraiment sur l'efficacité. Et donc pour faire un projet de rénovation énergétique, c'est pas forcément si simple qu'il y paraît. Il faut, enfin pour votre projet en tout cas soit réussi, il va vraiment falloir que vous puissiez définir vos besoins. À la fois des besoins en termes énergétiques, mais également en termes architecturaux, de mise aux normes et cetera. L'idée, c'est d'éviter d'intervenir 50 fois sur le même bâtiment parce que d'une part, c'est embêtant, et ça vous coûte des sous, en termes de travaux, mais aussi en termes d'occupation du bâtiment. Si votre bâtiment est en travaux
tous les 6 mois, et ben, vous pouvez pas accueillir de personnes dans ce bâtiment à ce moment-là. Donc c'est quand même pas génial. Donc pour, réussir ce projet, il va falloir que vous puissiez analyser donc vos besoins, faire un état des lieux précis du bâtiment et donc pour cela, nous, on peut vous accompagner sur des audits énergétiques et également analyser donc les travaux qui vont vous être, proposés en faisant un programme pluriannuel de travaux ou un gros programme tout d'un coup de travaux et pour prioriser ces travaux et les faire de manière cohérente. Typiquement, quand on commence à travailler l'isolation des murs, il va falloir songer aux fenêtres parce que c'est quand même plus facile de les faire ensemble que de les faire séparément. Également, voilà, on va plutôt privilégier les travaux sur l'isolation avant le chauffage, pour que la chaudière soit bien adaptée aux besoins, aux nouveaux besoins, du bâtiment, plutôt que de faire dans l'autre sens. Donc au niveau alors ça, c'est un graphe que je pense que vous avez déjà tous vu sur les pertes de chaleur, hein, dans un bâtiment. On estime que la majeure partie des pertes de chaleur se passe plutôt par la toiture. Alors ça va être plus ou moins vrai, hein, clairement, si vous avez des bâtiments avec plusieurs niveaux, c'est quand même plutôt les murs qui vont être déperditifs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que concrètement, la chaleur, elle s'en va un peu partout et bah, dès qu'on commence à isoler une partie du bâtiment, de fait, les autres prennent plus d'importance puisque, on est sur des pourcentages. Et une chose à ne pas oublier, notamment sur du bâtiment, comme le vôtre qui a usage un petit peu d'habitation, même si c'est d'habitation, à court terme, c'est la ventilation qui va avoir un impact assez important, hein, sur vos consommations également d'énergie et sur la qualité de l'air. Donc je vais prendre les éléments les uns après les autres. On va déjà commencer par l'isolation des murs avec, murs et toiture. Hem, Avec 2 choses. La première, c'est, que quand on isole le bâtiment, on va améliorer le confort. Alors c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Là, vous allez me dire, on est, sur, voilà, on est sur du tourisme. À la rigueur, c'est moins confortable, bon, c'est pas foncièrement gênant. Mais sachez quand même que, un mur isolé, bah, donne l'impression d'être mieux qu'un mur non isolé à température équivalente, simplement par un effet de rayonnement. C'est-à-dire que quand c'est froid et ben, on a l'impression qu'on nous pique notre chaleur, alors qu'au contraire, quand les parois autour de nous sont plutôt, chaudes ou à température et ben là, ça fait plutôt l'impression, bah, voilà, pas qu'on nous vole notre chaleur, presque pas forcément comme s'il y avait du soleil, mais pas loin. Donc c'est vraiment important de travailler sur l'isolation pour améliorer le confort et pour ça, on va le faire par différents moyens, par la température de l'air, bien entendu, ça c'est le chauffage, par la température des parois, donc ça c'est l'isolation et puis par un travail sur les mouvements d'air et l'humidité, ça ce sera plutôt par la ventilation, un bon système de ventilation efficace et performant. Donc sur l'isolation, alors comme vous le savez, on a plusieurs techniques d'isolation. Là, le schéma que je vous présente, c'est une technique d'isolation par l'extérieur qui est à privilégier sur des bâtiments ayant plusieurs niveaux. Alors, on a toujours des bâtiments parfois qui peuvent être avec un aspect architectural qui font qu'on ne pourra pas travailler par l'extérieur, mais donc dès qu'on le peut, faisons-le. Et puis sur le graphique, vous pouvez voir l'épaisseur de matériaux qu'il faut pour avoir une isolation efficace. Ce qu'on appelle une isolation efficace à la région, c'est une résistance thermique supérieure ou égale à 5. Plus ce coefficient est élevé, plus ça isole. Isoler un mur par l'extérieur en mettant moins, c'est un peu dommage, parce que ce qui va vous coûter cher, c'est pas tant l'épaisseur de l'isolant, c'est de faire un échafaudage, de refaire un enduit et cetera. Donc tant qu'à faire, mettez une isolation vraiment efficace, minimum 5 sur les murs. Et ensuite, au niveau des matériaux isolants, donc c'est ceux qui sont en haut du graphique, vous constaterez que globalement, les épaisseurs varient peu. On a le polyuréthane qui se dégage un petit peu, mais qui est quand même à éviter de préférence, parce que issu du pétrole, donc un matériau qui n'est pas hyper écologique pour faire simple, et privilégions plutôt les laines, si possible même les laines végétales, ou les matériaux issus du recyclage comme la boîte de cellulose, qui eux auront un impact environnemental plus faible et apporteront en plus de cela un meilleur confort à la fois au niveau, acoustique mais aussi au niveau thermique. Alors, un isolant, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qui isole dans un isolant, c'est l'air et c'est l'air immobile. Je vais vous prendre un exemple. Si vous allez dehors, en hiver et que vous avez un manteau en laine et qu'il y a du vent, vous aurez froid. S'il n'y a pas de vent, vous aurez chaud. Simplement parce que votre manteau en laine, certes, il isole, mais il n'est pas étanche à l'air. Donc s'il y a du vent, l'air le traverse et du coup, ça isole beaucoup moins bien. Et ben, c'est pareil, pour un isolant, notamment tout ce qui est laine. Les laines ne sont pas étanches à l'air, donc ce qui fait que si on a du vent qui passe au travers, et ben, on va perdre en efficacité.
Et donc pour cela, on va aussi travailler sur l'étanchéité à l'air et la jonction entre les isolants, ce qui signifie qu'on va enfin, il faut vraiment que la mise en œuvre soit parfaite. Comme vous voyez sur le graphique, hein, une fente d'1 millimètre, finalement, ça a quand même des grosses conséquences, sur l'isolation parce qu'on a un flux qui va se disperser un peu en forme d'entonnoir qui s'ouvre et qui fait que du coup, on va perdre en efficacité sur l'isolant. Donc là, c'est une mise en œuvre qui doit être correcte et qui doit être vraiment bien suivie par un maître d'œuvre. Ça, c'est ce que je viens de dire et donc ensuite, l'autre chose dans la mise en œuvre de l'isolation, c'est d'éviter à tout prix les zones non isolées, ce qu'on appelle des ponts thermiques. Sur le graphique que vous avez donc à votre gauche, vous avez une isolation par l'intérieur avec une dalle en béton, comme on peut avoir couramment dans des bâtiments avec différents niveaux et bah, du coup, notre isolant va s'arrêter à la dalle et va reprendre en dessous. Sauf que cette dalle en béton, elle laisse passer la chaleur. Ce qui veut dire que d'une part, on aura des pertes de chaleur et d'autre part, on va avoir des points froids au niveau de cette dalle sur lesquels on a un risque de condensation. Donc, pour éviter ce phénomène, l'idéal, c'est de mettre l'isolant plutôt à l'extérieur, comme ça, on n'a plus de soucis. Si jamais on doit mettre quand même l'isolant par l'intérieur pour diverses raisons, notamment architecturales, à ce moment-là, eh ben, il va falloir songer à isoler la dalle au-dessus et en dessous, de préférence, pour limiter ces ponts thermiques et avoir un bâtiment qui soit vraiment performant. Donc, on peut passer à la slide suivante. Hop là, merci. Alors là, c'était pour les murs et toitures. Je vous ai donné, alors clairement, hein, c'est que quelques conseils de base, on ne peut pas aller en 20 minutes super loin sur la rénovation. Pour les menuiseries, sachez que toutes les fenêtres actuelles sont performantes. Elles vont se caractériser par un coefficient qu'on appelle la conductivité thermique, UW, W comme window en anglais, qui, en gros, correspond à la chaleur que va laisser passer la fenêtre. Donc plus ce coefficient est petit, plus votre fenêtre sera performante. Concrètement, dès maintenant, mais que des menuiseries au moins double vitrage, voire triple vitrage, il y a pas trop de sujets sur les menuiseries neuves. Il y a beaucoup plus de sujets sur leur pose. C'est-à-dire que prendre une bonne fenêtre, c'est très bien. Par contre, si elle n'est pas posée, en ce qu'on appelle en neuf, c'est-à-dire qu'on ne démonte pas tout l'encadrement de la fenêtre existante pour retrouver le mur et poser notre nouvelle fenêtre, et ben, ce sera beaucoup moins utile parce que votre fenêtre risque de laisser passer l'air. Or, c'est bien si on a un truc super isolant, mais qu'on a de l'air qui passe de tous les côtés, ça ne sert à rien, comme vous l'imaginez. Donc du coup, prendre des bonnes fenêtres, c'est très bien. Par contre, il faut absolument faire une pause en neuf et absolument vérifier que le menuisier va traiter l'étanchéité à l'air autour de la menuiserie, cette jonction qui est toujours plus délicate entre la menuiserie et le mur et qui doit vraiment être traitée de manière très performante, très étanche à l'air. Donc pas juste avec de la mousse polyuréthane, c'est pas étanche à l'air, hein, la mousse jaune polyuréthane, mais avec des joints adaptés qu'on appelle des joints comprimants, par exemple, qui eux vont être étanches à l'air et durables, donc vraiment durer dans le temps. Donc là, c'est le conseil principal pour les fenêtres et bah, je viens d'en parler, hein, clairement, l'objectif, c'est d'éviter qu'on ait du passage d'air intempestif dans le bâtiment. Pour cela, ça se mesure. Alors pour vous donner un petit peu une idée, sur des bâtiments actuels, on va être sur une étanchéité à l'air qui va être mauvaise ou très mauvaise. Donc on a mis des petites images, de différents, récipients. Voilà, une étanchéité à l'air dans la plupart de vos bâtiments qui va être mauvaise, bah, c'est comme si vous aviez un trou de la taille d'une crêpière dans votre bâtiment. Donc vous imaginez faire un trou là-dedans. Bah, je pense qu'aucun d'entre vous n'aurait envie de faire un trou de la taille d'une crêpière dans son mur, mais sachez que c'est le cas actuellement dans vos bâtiments. Si on améliore l'étanchéité à l'air en travaillant sur la bonne pose des menuiseries, sur la bonne pose de l'isolant, en mettant des enduits si on a des murs qui ne sont pas forcément étanches, etc., on va pouvoir au fur et à mesure réduire la taille de ce trou pour arriver à un trou qui aura la taille d'une tasse ou d'un bol. Donc là, tout de suite, on est sur quelque chose, bah, on imagine bien qu'on va faire rentrer beaucoup moins d'air froid et donc un bâtiment qui, de fait, sera aussi beaucoup plus performant en termes de chauffage, mais aussi beaucoup plus confortable. Parce que si on a moins d'air froid qui rentre et bah, moi qui suis dans le logement, j'aurai pas cette sensation de courant d'air que je peux avoir dans un bâtiment qui est pas étanche à l'air. Alors, slide suivante, voilà, merci. Et donc pour l'étanchéité à l'air, ça, c'est quelque chose, moi, que je vous recommande de faire en phase projet, vraiment d'y penser, de faire travailler les maîtres d'œuvre là-dessus. Les architectes, sont
pas tous au point sur le sujet, hein, clairement, il faut dire ce qui est. Et pour les entreprises, si on n'a pas quelqu'un derrière qui les booste là-dessus, il y a de fortes chances pour que ça soit pas traité. Donc pour traiter l'étanchéité à l'air, on va déjà les détecter les fuites, donc par des tests d'étanchéité à l'air, avant et pendant les travaux. Et puis ensuite, on a des solutions techniques, hein, typiquement les joints comprimantes sur les menuiseries, mettre en place des membranes d'étanchéité à l'air, type pare-vapeur, frein-vapeur, notamment en isolation par l'intérieur. En isolation par l'extérieur, on peut aussi travailler sur de l'enduit pour les murs, hein, clairement. Voilà, ce sont plein de solutions qui existent qui font qu'on va avoir des travaux, ce sera pas juste un coup de peinture, hein, clairement, vos travaux d'isolation seront quand même assez conséquents, mais des travaux qui, du coup, seront durables et permettront d'avoir un gain énergétique tel qu'on l'attend. Je reviens sur mon isolant et mon manteau de laine, hein. Si, c'est pas étanche à l'air, c'est beaucoup moins efficace qu'attendu, donc c'est-à-dire que les réductions d'énergie, seront beaucoup plus faibles que ce que vous souhaitez. Donc c'est un peu dommage quand on met déjà un petit billet dans des travaux, que ça soit mal réalisé. Donc vraiment, travailler sur l'étanchéité à l'air et nous, dans le cadre du programme Climaction, c'est quelque chose sur lequel on est, vraiment exigeant et pour lequel on va un peu titiller, l'architecte et le maître d'œuvre sur ce sujet-là. Et donc, si on est étanche à l'air, bien entendu, il faut quand même penser à la ventilation de votre bâtiment puisque, comme on vit dedans, on émet, de l'humidité, donc l'idée, c'est qu'on ait quand même une qualité de l'air qui soit intéressante. Pour ça, vous avez 2 grands systèmes de ventilation qui sont connus. Les VMC dites simple flux, donc c'est le schéma que vous avez à votre gauche, où le principe, c'est de faire rentrer de l'air froid par, les menuiseries des pièces, dites sèches. Ça veut dire c'est-à-dire les chambres, les salons, voilà, salon, salle à manger et on va se faire sortir cet air par les pièces humides, WC, salle de bain, cuisine. Du coup, vous voyez un petit peu l'idée. Le problème, c'est qu'on fait traverser de l'air froid, donc du coup, on n'a pas voilà, on est sur un système qui est simple, mais qui n'est pas très économique en termes d'énergie. Ensuite, si on veut aller vraiment plus loin sur la ventilation et notamment sur des bâtiments qui seraient très utilisés, clairement, hein, si votre bâtiment il est loué, 3 mois dans l'année, c'est peut-être pas utile, mais sur un bâtiment qui est très utilisé, notamment en hiver, on va pouvoir travailler sur la VMC dite double flux, où là, on fait se croiser l'air entrant et l'air sortant pour qu'ils échangent leur chaleur sans se mélanger et du coup, au lieu d'insuffler de l'air à 0 degré quand il fait 0 dehors et il va plutôt arriver à 10-15 degrés, ce qui permettra d'avoir des économies d'énergie et d'améliorer également le confort, parce qu'on aura moins cette sensation d'air froid qui arrive. Donc du coup, on est sur un bâtiment qui sera également plus confortable. On fait toujours rentrer l'air, dans les pièces les plus saines, les plus sèches, les chambres, salons, séjours et on le fait toujours sortir par les pièces humides, ça ne change pas. Alors et enfin, toujours sur le bâtiment, une dernière chose à laquelle on pense pas encore trop, dans notre région, mais à laquelle il va falloir penser, c'est que, quand on pense beaucoup hiver, confort d'hiver, mais il ne faut pas oublier le confort d'été. On est dans une région, le Grand Est, qui, normal enfin voilà, au niveau du dérèglement climatique, on risque d'avoir des canicules, c'est-à-dire des 40 degrés régulièrement, d'ici 2050-2060, hein, clairement vu enfin, sauf si on arrive à inverser la trajectoire, mais là, vu comme on est parti, on risque fort d'en avoir, donc il faut quand même anticiper ces problèmes-là et du coup, il faut déjà prévoir des occultations sur les fenêtres, notamment les fenêtres qui sont au sud, à l'est et à l'ouest, donc soit par des avancées de toit, soit par des brises-soleil. Également, penser à de la végétation, typiquement, hein, si on a un arbre, qui fait de l'ombre à un endroit c'est quand même beaucoup plus agréable. Et donc le confort d'été, on va y travailler sur l'aspect, protection des fenêtres, donc empêcher le soleil de taper dessus et puis, tout ce que je viens de dire, hein, sur l'isolation, sur la ventilation et l'étanchéité à l'air, ça joue également pour le confort d'été puisque, l'isolation, hein, le principe, c'est d'empêcher l'échange de chaleur. Donc s'il fait 40 degrés dehors et qu'il fait 20 degrés dedans et que le bâtiment est isolé, de fait, on aura plus facilement frais dans le bâtiment que s'il n'était pas du tout isolé. Alors voilà pour les aspects techniques. Je suis allée assez vite, mais si vous avez des questions, vraiment, on pourra y répondre. Ensuite, je fais un rapide tour des aides financières dans le cadre du programme Climaction. De nouveau, je ne vous présente pas les aides, pour, les bâtiments de tourisme de la part de la région. J'ai des collègues qui seront mieux à même de le faire, et les dispositifs, au pire, sont en ligne. Au niveau vraiment de la partie énergétique,
On va pouvoir vous accompagner sur des audits énergétiques des bâtiments. Donc, c'est une aide qui est de 70% avec un plafond entre 750 et 1 000 euros par bâtiment. Donc là, on parle bien par bâtiment. Si vous avez plusieurs bâtiments sur la même emprise foncière, c'est chaque bâtiment qui peut avoir son audit. Le but de l'audit, c'est de faire l'état des lieux et de vous permettre ensuite d'établir votre programme de travaux. En sachant, bah voilà, concrètement, qu'est-ce que j'ai à faire et ensuite ce que je choisis de faire par rapport à tout ça. Et pour les travaux, cette fois-ci, on va avoir une aide, si on peut changer le slide, on va avoir une aide uniquement dans le cadre de Climaction pour les bâtiments qui auront moins de 1 250 mètres carrés de surface de plancher. J'insiste sur ce seuil parce qu'au-delà, vous allez être sur des aides dans le cadre du FEDER, sachant que le FEDER, actuellement, il y a quand même beaucoup moins d'argent. Enfin voilà, ils arrivent un peu en bout de programme. Si vos bâtiments font moins de 1 250, sachez qu'on peut vous aider si vous faites un bouquet d'au moins 2 travaux au niveau de l'isolation. Donc isolation du plancher bas, de la toiture, des murs ou des menuiseries. L'aide est forfaitaire et elle va dépendre des travaux réalisés et de la surface du bâtiment. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Émilie. Lilou, je vois pas forcément de questions. Donc, on va poursuivre avec du coup l'intervention de Noé. Oui, très bien, bonjour. Du coup, Noé Morlet de Carnin, je bosse aussi à la région Grand Est et je suis sur l'animation des filières énergie renouvelable, principalement énergie renouvelable thermique. Ça va plutôt être le sujet d'aujourd'hui. Du coup, pour un petit rappel, Climaction, du coup, la région Grand Est et l'ADEME financent les projets en bois énergie, en solaire thermique, en géothermie, tout ce qui est réseau de chaleur aussi. Donc, ça va se dispatcher entre l'ADEME et la région Grand Est suivant la taille du projet. Mais il y a aussi le photovoltaïque en autoconsommation et l'hydroélectricité. Voilà. On peut passer à la suivante. Alors déjà, il faut rappeler, alors c'est dans cette même logique du scénario négawatt, mais c'est toujours important à rappeler, c'est un schéma de priorisation des énergies thermiques. Donc là, on l'a vu, hein, il y a eu la sobriété dans un premier temps. L'idée, c'est de réduire les consommations avec la sobriété et l'efficacité énergétique. Ensuite, suivant les bâtiments, essayer de mutualiser les besoins. S'il y a plusieurs besoins aux alentours, essayer de mutualiser ces besoins et de créer un réseau de chaleur ou d'avoir une solution au pied de l'immeuble. Et si cela n'est pas possible, c'est d'optimiser, de prioriser les ressources. L'idée, c'est bien d'arriver sur la biomasse en dernière, dans le sens où il faut réfléchir déjà à mettre, à savoir s'il y a de la chaleur fatale, du coup, chaleur à récupérer. Bon, souvent, c'est pas forcément le cas, mais au moins voir les possibilités en géothermie et en solaire thermique avant de se diriger vers la biomasse. Donc ça, c'est un petit schéma qui est de plus en plus, enfin, qui devient obligatoire, hein, sur tout ce qui est dispositif ADEME, voilà, et qui va se développer. On peut passer. Voilà. Du coup, le bois énergie, très rapidement, on a des aides. Alors, ma collègue Émilie en parlera mieux puisque c'est elle qui fait les instructions, mais c'est sur le côté Vosges, hein, bien sûr. Donc, on aide les études et les investissements pour les chaufferies de moins de 1200 MWh. Donc, le taux d'intervention est entre 50 et 70% pour les études et entre 30 et 50% pour les investissements. Ça dépend du maître d'ouvrage. Tous les dispositifs sont disponibles sur Climaction et je vous invite à aller regarder pour chaque ENR qu'on aide. Donc il y a bien sûr des plafonds, un plafond d'aide régionale à 340 000 euros maximum. Et s'il y a un réseau de chaleur, on peut élargir ce plafond. Voilà. On peut passer à la suivante. Alors, je vais plutôt vous parler aujourd'hui du solaire thermique. Alors, le solaire thermique, je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Pourquoi je vais en parler aujourd'hui? Parce que c'est ce qui sera le plus, l'énergie renouvelable la plus adaptée aux besoins des bâtiments touristiques. Donc, il faut déjà faire bien la différence entre les capteurs photovoltaïques et capteurs solaires thermiques. Donc, la différence entre les deux, c'est que ça n'a pas la même utilité. On capte bien la chaleur, enfin l'énergie solaire, mais d'un côté, pour les capteurs photovoltaïques, cette énergie solaire, elle est transformée en électricité via notamment des semi-conducteurs.
des matériaux du coup semi-conducteurs. Donc on va produire de l'électricité. Cette électricité, soit on la consomme sur place, soit on l'injecte sur le réseau, soit les deux, hein, souvent d'ailleurs. On est sur un rendement pour un mètre carré d'environ, par un rendement, pardon, une production sur un mètre carré entre 120 et 280 kWh par an et un rendement entre 10 et 23%. Donc le rendement, c'est entre l'énergie solaire disponible et ce que capte, ce qu'utilise du coup le panneau photovoltaïque. Le panneau solaire thermique, du coup, ça va être très différent. L'idée, c'est de capter cette énergie solaire pour la transformer en chaleur. Cette chaleur, ensuite, elle va être consommée sur place, stockée pour pouvoir lisser justement cette production sur quelques jours. Mais il n'y aura pas de possibilité de réinjecter cette chaleur quelque part, donc il faudra absolument la stocker ou l'utiliser surtout. Donc là, pour un mètre carré, on est sur une production entre 350 et 700 kWh par an, suivant l'ensoleillement et suivant là où on est placé, avec un rendement entre 30 et 60%. Donc on voit bien qu'on est sur deux technologies différentes, avec le solaire thermique qui est, sur le papier en tout cas, plus rentable, puisqu'il va convertir l'énergie solaire plus facilement en énergie du coup thermique. On peut passer à la suivante. Donc le fonctionnement rapide du solaire thermique, c'est... Alors il y a plusieurs types de panneaux, mais le panneau le plus connu, et c'est celui dont on va parler aujourd'hui, ça va être les panneaux plans, capteurs plans. L'idée, c'est d'avoir un panneau. Du coup, le panneau est low-tech, on pourrait appeler ça comme ça, puisqu'il y a un isolant, un échangeur de chaleur, c'est souvent des tubes en cuivre, de l'aluminium autour, un absorbeur et une plaque de verre. Donc, on chauffe on voit avec le petit schéma à droite, on chauffe les panneaux via le rayonnement du coup du solaire, pardon. Les panneaux vont capter cette énergie via du coup un fluide caloporteur qui circule dans les panneaux. Le fluide caloporteur, c'est de l'eau glycolée. Donc ce fluide se réchauffe avec le contact du soleil et va se décharger dans un ballon d'eau chaude, dans un ballon de stockage, donc ballon technique, d'eau technique hein, souvent. L'idée de ce stockage, c'est de lisser la production et pouvoir utiliser cette production sur plusieurs heures / plusieurs jours. Et ensuite, dans ce genre d'installation, il y aura besoin d'une énergie d'appoint pour rehausser la température de l'eau chaude sanitaire, donc à 60 degrés. Du coup, dans le ballon de stockage, on va pouvoir avoir une eau, suivant la période, entre 20, 30 et 80 degrés lorsque c'est encore plus ensoleillé. Et ensuite, du coup, décharger cette chaleur sur un ballon où on va rehausser la température. Ça évitera notamment les problématiques ou les risques de légionnelle. Voilà. Donc l'implantation possible, on le voit à droite, en bas à gauche, pardon. Donc en toiture, ça va être le plus pratique. En toiture, il faudra bien faire une étude structure, savoir si la structure peut supporter le poids des panneaux. On est entre 20 et 30 kg par mètre carré. Donc c'est un peu plus lourd que du photovoltaïque. Après, il y a toujours du coup des structures métalliques dédiées, des ombrières de parking ou au sol. Voilà. On peut passer à la suivante. Est-ce qu'on peut repasser? Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les deux schémas. Ah, je ne sais pas. Non, ouais, bon, alors il manque deux schémas, je ne sais pas pourquoi. L'idée, c'était de vous montrer les types de systèmes, voilà, super, les types de systèmes existants. Donc, il y a un système assez classique. Alors, pardon, on m'appelle. Hop. Ah, je suis désolé, on m'appelle en même temps. Donc, il y a un système assez classique qu'on appelle le système pressurisé. Donc, ça va être une boucle fermée. Le liquide caloporteur va tout le temps être en mouvement. La problématique avec ce genre d'installation, c'est on va devoir. Je suis désolé, on ne fait que de m'appeler. Je ne sais pas comment régler ce problème. Donc, le problématique avec ce type de système, c'est qu'il va falloir utiliser la chaleur produite, parce qu'une fois que les ballons de stockage seront chargés en calories solaires, en calories. Désolé, je ne sais pas du tout comment arrêter les appels en boucle. Tac. Je suis désolé. Voilà. Du coup, je disais, sur le système pressurisé tout à gauche,
il va falloir utiliser l'énergie produite parce que le liquide caloporteur est en mouvement constant. L'idée, c'est que ce liquide ne surchauffe pas. Donc, il va falloir décharger le ballon de stockage en calories. Sinon, les panneaux vont surchauffer et le liquide caloporteur risque de se dégrader. Donc, pour ça, il faut une utilisation constante et surtout une utilisation constante en période estivale, lorsque les panneaux produisent le plus. Pour pallier à la surchauffe de ces panneaux, il y a ce qu'on appelle des systèmes auto-vidangeables. L'idée, c'est de vider les panneaux solaires thermiques de ce liquide caloporteur lorsqu'il n'y a plus besoin de produire de l'énergie. Donc, lorsque les ballons de stockage sont déjà à température, on le voit, au repos, le liquide du coup repose dans le serpentin. Et il y a de l'air dans les capteurs, ce qui fait qu'on ne dégrade pas la qualité du liquide caloporteur. Et en fonctionnement, l'air va se loger dans les serpentins et du coup connaître son utilisation normale, c'est-à-dire chauffer le liquide caloporteur et se décharger dans le ballon de stockage pour revenir ensuite dans les panneaux. Voilà, on va passer à la suivante. On avait juste une petite question, je me permets de vous couper. Oui, bien sûr. Quels sont les risques de figeage d'une eau glycolée en hiver et quelles seraient les conséquences sur l'installation? Alors, justement, l'eau glycolée va permettre c'est un antigène. Donc, c'est l'idée justement de mettre de l'eau glycolée dans les panneaux, c'est déjà de mieux capter la chaleur lorsqu'il y a du soleil, mais aussi et surtout de ne pas geler. Donc, normalement, il n'y a aucun souci en hiver. Voilà. La problématique, ça va être justement l'été, lorsque on produit beaucoup et qu'on risque de moins consommer. C'est pour ça qu'on va le voir après, il faut bien dimensionner. Vaut mieux dimensionner sur la consommation en été que de dimensionner sur les consommations en hiver parce qu'on va avoir trop de production en été et pas assez de consommation. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas décharger la chaleur, on ne peut pas la réinjecter dans un réseau, donc il va falloir l'utiliser. Là, pareil, on peut passer plusieurs fois, il y a plusieurs schémas normalement pour tous les voir. Donc, pour bien dimensionner son installation, alors oui, parfait. Pour bien dimensionner son installation, le solaire thermique va répondre aux besoins d'eau chaude sanitaire. Alors, il y a des systèmes qui peuvent aussi permettre de chauffer les bâtiments. Aujourd'hui, on va plus se focaliser sur les besoins d'eau chaude sanitaire, puisque ça reste quand même des gros besoins dans le secteur du tourisme. Donc, il va falloir évaluer les besoins en eau chaude à 60 degrés, surtout mensuellement. Comme je l'ai dit, il faut regarder surtout combien on consomme l'été et vérifier les consommations d'eau par le comptage énergétique. Il y a quelques ratios qui existent. C'est des ratios Sokol. J'ai vu qu'il y a le lien qui est passé. Donc, l'idée, c'est... Alors, Sokol, il y aura pas mal de... Si vous allez sur le site internet, pardon, il y a pas mal de ressources, notamment des fiches d'opérations exemplaires. Vous pourrez regarder. Donc, il y a certains ratios. Dans les établissements de santé, par exemple, on est à 25 litres par jour par lit, à peu près. On calcule là-dessus. En camping, on est à environ à 12 litres par personne par jour. En restauration, environ 3 litres par couvert. Voilà. Il y a quelques ratios assez classiques pour pouvoir prédimensionner, mais vraiment, ce qu'on conseille, c'est ce qui est un peu obligatoire, c'est de connaître déjà ses besoins en eau chaude sanitaire avant de se lancer dans une installation. Voilà, on peut passer à la suivante. Du coup, pour bien dimensionner son installation, comme je l'ai dit, il faut dimensionner l'installation par rapport à la période d'ensoleillement maximale, donc entre mai et septembre, et pour pouvoir couvrir au maximum les besoins durant cette période, quitte à moins produire à plus tard et se tenir sur la pointe. Grâce à ça, on va avoir des installations qui vont pouvoir durer et qui vont être le plus performant possible. Une installation qui surchauffe ne sera pas performante et ne sera pas pérenne. Donc, il vaut mieux moins produire, mais mieux produire. Et lorsqu'on dimensionne bien une installation, on le voit, ça répond entre 40 et 70% des besoins d'eau chaude sanitaire annuels. Donc, on va pouvoir couvrir pratiquement à 100% l'été et l'hiver, on va produire ça peut descendre à 10%, mais l'idée, c'est bien de lisser à l'année pour savoir comment on a pu économiser, faire des économies sur sa facture énergétique. Voilà, du coup, sur le dimensionnement et les points de vigilance, ce qui est important, c'est de savoir comment incliner et comment positionner ces panneaux. Donc, on le voit avec le schéma à gauche, plus on est au sud, plus le panneau va produire. Il
plus la production va être optimum. Donc, l'idée, c'est d'orienter au maximum au plein sud, avoir une inclinaison de 45 degrés. Alors ça, c'est important parce que contrairement aux panneaux photovoltaïques, le solaire thermique n'a pas forcément besoin d'être nettoyé. Lorsqu'il est justement incliné à 45 degrés, ça va éviter de capter trop de chaleur, trop de soleil en été, lorsque justement il y en a trop, et d'en capter au maximum en hiver. Et cette inclinaison va permettre aussi de s'auto-nettoyer lorsqu'il y a des pluies, etc., puisque avec le ruissellement, forcément, il n'y aura pas de souci. Il faut bien aussi vérifier l'absence de masque, bien sûr, hein, éviter d'avoir des grands arbres qui cachent le soleil, même si il y a pas même si ça produit, même s'il n'y a pas forcément un grand soleil. Encore une fois, on est comme sur le photovoltaïque, il n'y a pas besoin d'un grand soleil pour que les panneaux chauffent, ça chauffe vraiment très vite. Et j'ai pas mis ce petit schéma en amont, mais on est bien qu'on soit au nord de la France, on a des potentiel de productivité assez conséquent. On voit au Danemark, par exemple, c'est une technologie qui est très utilisée, donc il n'y a pas de problème d'ensoleillement pour le solaire thermique. Et du coup, bien adapter ses usages par rapport à la chaleur estivale. Le dimensionnement important, c'est aussi le stockage, parce que comme je l'ai dit, si on décharge trop vite dans le stockage, les panneaux surchauffent. Il faut un stockage assez conséquent, mais pas trop non plus, pour que ce soit assez efficace. L'idée de ce stockage, ça va être de déphaser la production, de lisser du coup la production et la consommation, d'avoir un usage différé et d'optimiser la production solaire, comme je l'ai dit. On est entre 50 à 70 litres par mètre carré pour le stockage. On voit un schéma de principe juste à droite avec notamment la présence d'eau technique, comme je l'ai dit. Donc un échangeur, souvent l'échangeur va être externe pour ensuite avoir les ballons de stockage solaire entre les deux et le réseau de distribution par la suite avec l'énergie d'appoint. Voilà. Autre question, y a-t-il une qualité d'eau à utiliser pour éviter le bouchage, bouchon de calcaire par exemple? Alors, moi, j'ai pas forcément d'infos là-dessus. Je crois qu'il y a besoin. Moi, dans les grosses installations collectives que je connais, je sais qu'il y a, comment on appelle ça, pas de l'adoucissant, mais pour réguler justement la dureté de l'eau. Voilà. Après, si on parle alors comme on voit, il y a différentes boucles, hein. Il y a la boucle solaire. La boucle solaire, ça va être uniquement l'eau glycolée. Donc là, il n'y aura pas de problème dans les tuyaux, etc., puisque l'eau glycolée doit être contrôlée assez régulièrement. Et il y a une pression constante. Normalement, on est autour des 1 bar, 1 bar et demi. Ensuite, il y a la boucle d'eau morte. La boucle d'eau morte, normalement, on ne devrait pas bouger puisque on est sur un circuit fermé. Et ensuite, la boucle d'eau chaude sanitaire. Bon, sur cette question, j'avoue que je pourrais pas donner une réponse plus conséquente que celle-ci. Je ne sais pas si, Émilie, tu as d'autres infos par rapport à ça. Mais j'ai pas de point de vigilance particulier là-dessus. Donc, je ne Non, crois c'est pas. ça. Si vraiment vous avez des problèmes de calcaire, il peut y avoir des adoucisseurs, mais finalement, ce sera pas lié au solaire en tant que tel, hein, ce sera vraiment lié. Enfin, si vous avez un ballon électrique, bah, vous aurez aussi besoin soit de le changer, soit de le nettoyer plus souvent si l'eau est très calcaire. Donc, que ça soit solaire ou pas, sur ce point-là, ça changera rien. Et de nouveau, voilà, les panneaux, comme ils ne sont pas sur le même circuit, il n'y aura pas de sujet par rapport à ça. Voilà, merci Émilie. Et du coup, les quelques avantages et inconvénients, enfin surtout avantages du solaire thermique, donc les inconvénients, on les a vus avant, c'est surtout bien dimensionner son installation pour répondre à la production et à la consommation. Les avantages, c'est surtout d'avoir une énergie pérenne, gratuite et décarbonée. On est sur un coût du prix de l'énergie maîtrisé sur la partie solaire. On le voit avec l'Argus de l'énergie juste à droite. Le soleil, la production solaire, c'est 0 €, hein, le coût de l'énergie. On va devoir rembourser forcément le prix de l'installation, mais on est à l'abri de la fluctuation des prix de l'électricité, du gaz ou du fioul. On est sur une durée de vie de 30 ans des panneaux en moyenne. Ça peut monter plus, ça peut descendre aussi si l'installation est mal suivie et mal maintenue. Donc ça, je vais en parler juste après. On est sur des panneaux low-tech recyclables à 90% et ça contribue forcément à la réduction de consommation d'énergie fossile.
Donc, sur la sécurisation du prix de la chaleur consommée, on a une couverture jusqu'à 60% des besoins de CS à l'année, ce qui n'est pas négligeable. La chaleur produite est consommée à proximité de l'installation, donc non délocalisable. Ça réduit forcément la facture énergétique en substituant des énergies fossiles. Et on a, comme je l'ai dit, cette maîtrise du risque de fluctuation du prix de l'énergie fossile. Voilà. Donc, pour réussir bien son projet solaire thermique, il y a trois points point de vigilance, entre guillemets. C'est déjà faire une mise en service dynamique, on appelle ça, c'est avoir une garantie de performance avec la personne, avec l'organisme qui va vous installer ces panneaux-là. C'est bien connaître son installation. Quand on dit mise en service dynamique, c'est bien connaître son installation, voir que tous les composants fonctionnent, que l'installation fonctionne bien comme il faut, et s'il y a des choses à régler, les faire le plus rapidement possible. Donc les 6 premiers mois, disons le premier été, c'est le moment le plus crucial, puisqu'il faut regarder comment son installation produit, et si tout va bien, s'il n'y a pas de surchauffe ni rien, normalement, si l'installation et si l'étude a bien été réalisée, il n'y aura aucun souci. Il faut aussi, du coup, comme j'ai dit, connaître son installation, vérifier régulièrement les points essentiels, la pression, j'en parlais, parce que si la pression des circuits est trop basse, du coup en dessous des 1 bar, c'est qu'il y a un problème dans l'eau glycolée, c'est qu'il y a un panneau peut-être qui fuit ou des choses comme ça. Donc plus tôt on le sait, plus tôt c'est réparé et plus tôt ça reproduit de la chaleur. L'état des panneaux forcément et la production solaire, on demande un compteur pour justement voir que les panneaux fonctionnent, puisque le problème avec ce genre d'installation, c'est comme il y a une énergie d'appoint, on a de l'eau chaude à la fin. Dans tous les cas, que les panneaux fonctionnent ou non, on aura de l'eau chaude. Ce qui est intéressant, c'est de savoir s'ils fonctionnent bien et si l'appoint ne prend pas trop. Et du coup, suivi et maintenance de l'installation. Alors, c'est comme une chaudière à gaz, hein. Il y a de la maintenance, il y a un suivi à faire. Et on est sur un prix entre 2 et 11 euros par mètre carré par an. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc pour ce qui est des aides, on va surtout s'intéresser aux aides inférieures à 75 mètres carrés parce qu'on ne va pas être sur des installations si grandes que ça. Au cas où au-dessus de 75 mètres carrés, c'est sous les règles du fonds chaleur. Donc en dessous de 75 mètres carrés, c'est les maisons de région qui vont instruire les dossiers. Pour les Vosges, par exemple, en partie Émilie. Les études Climaction, on va les couvrir au maximum à 70%. Avec un taux d'assiette éligible de 3 500 € par bâtiment étudié. Et sur l'investissement, on est sur un taux maximum du montant éligible de 50% avec un plafond de 1 500 € hors taxe par mètre carré du montant éligible. En pensant qu'on est sur des installations, donc plus c'est gros, moins c'est cher par mètre carré, parce que lorsqu'on parle du prix par mètre carré, c'est toute l'installation, aussi hydraulique, le stockage, etc., etc. On est sur des installations entre 1 300 € et 1 500 € hors taxe par mètre carré en investissement actuellement. Plus on monte en mètre carré, plus le prix baisse forcément par mètre carré. On va être autour des 1 200 € hors taxe par mètre carré. Voilà. L'autre énergie assez importante, alors là je vais être un peu moins calé sur cette énergie-là, mais c'est une énergie une énergie renouvelable assez importante, c'est la géothermie. Donc la géothermie, juste pour l'élément de contexte, c'est puiser l'énergie des sous-sols, donc G pour la terre et thermé pour chaleur. Donc dans la croûte terrestre, je lis le diapo, hein, vous l'aurez aussi, mais dans les croûtes terrestres, il y a de la température qui augmente selon la profondeur. En France, on est en moyenne à 30 degrés tous les kilomètres. Suivant la géologie, ça peut monter, hein. On sait qu'en Alsace, par exemple, on est sur des ratios bien plus élevés. Donc la géothermie, il ne faut pas confondre avec la géothermie profonde. Il y a bien 2 types d'énergie, 2 types de géothermie. Donc cette géothermie, l'énergie provient de la chaleur primitive lors de la formation de la Terre, mais c'est surtout la désintégration des éléments radioactifs naturels du sous-sol. Donc comme je l'ai dit, il y a 2 sortes de géothermie. Là, on va vraiment parler de la géothermie, la GMI, géothermie moyenne importance. Donc c'est de la géothermie de surface pour des températures moyennes reliées à une pompe à chaleur. Donc il y a 2 types de géothermie de surface. Il y a sur nappe ou sur sonde.
L'intérêt, peu importe laquelle, c'est de l'appliquer sur du chauffage, du rafraîchissement des bâtiments et l'eau chaude sanitaire. Donc c'est assez large et l'intérêt surtout, c'est qu'il n'y a pas d'intermittence, entre guillemets. Il n'y a pas on va produire la même chose toute l'année. Comme j'ai dit, on parle de géothermie, mais en réalité, il faut parler de pompe à chaleur géothermale. Et cette pompe à chaleur qui va transformer du coup l'énergie calorifique qu'on va puiser dans le sol en chaleur, on est sur des durées de vie entre 15 et 20 ans. Pourquoi si large? Parce qu'on est sur des pompes à chaleur OO et qui sont en intérieur, du coup assez bien protégées. Donc on a une durée de vie assez large, assez longue. L'intérêt, c'est d'avoir une indépendance, comme le solaire thermique aussi. Il y a une certaine indépendance. Le seul besoin, c'est le besoin en électricité pour la pompe à chaleur. On a un COP de 3 à 6 suivant le type de géothermie qu'on va utiliser. Et l'autre intérêt, c'est la faible occupation foncière, puisqu'il n'y a pas besoin d'espace que ça pour la pompe à chaleur géothermale. L'espace important qu'on aura besoin, c'est le foncier pour le forage, forcément, parce qu'il faut avoir accès à un jardin, un terrain pour forer et épuiser l'énergie du sous-sol. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc la géothermie de surface, il y a, je l'ai dit, la géothermie sur sonde et sur nappe. Là, on est sur des schémas de géothermie sur sonde. Très rapidement, il y a deux types. Il y a du captage horizontal et du captage vertical. Le captage horizontal, on va être sur des profondeurs d'environ 3 mètres sous terre. Alors, c'est un peu plus spécial. Je ne suis pas assez spécifique là-dessus, mais c'est surtout capter l'énergie solaire du coup que le sol va pouvoir garder, alors que le captage vertical, c'est plus du coup aller chercher plus profond. Plus on va profond, plus on va capter de la chaleur, comme l'a dit, environ 30 degrés tous les kilomètres, donc environ 3 degrés tous les 100 mètres. Voilà, on peut passer à la suivante. Et ici, c'est l'autre type de géothermie de surface, c'est la géothermie sur nappe phréatique. Donc l'idée, c'est d'aller puiser l'eau de la nappe phréatique, la décharger en calories via la pompe à chaleur, et ensuite pouvoir reverser l'eau pompée sur un autre forage un peu plus loin. Donc c'est sur la même. Donc les deux ont besoin de forage. Il y en a un du coup qui va être plus performant, c'est sur nappe puisqu'on est sur du OO. L'autre c'est des sondes avec du liquide glycolé encore. Donc l'idée c'est d'avoir des champs de sondes. On va avoir besoin de plus de forage sur de la géothermie sur sonde plutôt que celle-ci qui est la géothermie sur nappe. Voilà. Le point de vigilance en géothermie, c'est surtout de savoir si c'est possible de le faire là où vous êtes. Il y a le petit lien ici pour le savoir. L'idée, c'est de connaître la réglementation, puisque on ne va pas avoir les mêmes autorisations de partout. Donc, on le voit avec les petites légendes à gauche. Les zones rouges, elles sont non éligibles à la GMI. Les zones oranges sont éligibles à la GMI avec un avis d'expert. Les zones vertes sont éligibles à la GMI. Il faudra juste faire une déclaration. Donc orange, faut avoir l'avis d'un expert. Rouge, c'est non éligible, mais en réalité, il y a des demandes qui peuvent être faites. Voilà. Donc ça, on est sur des installations qui vont à maximum 200 mètres sous terre. Voilà. Sinon, après, c'est considéré comme la géothermie profonde. Et il y a d'autres réglementations qui viennent se superposer. Donc ça, c'est le premier élément à voir. On peut passer à la suivante. Et les autres points de vigilance, c'est forcément avoir le foncier accessible pour le forage, comme j'ai dit, vérifier la faisabilité, la GMI. Pour la géothermie sur sonde, c'est bien dimensionner et espacer les sondes. Plus elles sont proches, moins on va capter de calories du sous-sol. Pour la géothermie sur nappe, c'est forer assez profond pour puiser l'eau lorsque la nappe est basse, puisque ça peut arriver et ne pas avoir des bouts. Voilà. L'autre grand point d'attention, mais on l'a vu avant, c'est les émetteurs basse température afin d'assurer des bonnes performances. Donc ça va être sur l'efficacité énergétique, forcément. La géothermie, si on l'utilise pour un système de chauffage, faut d'abord le voir. Il faut d'abord bien étudier son bâtiment et avoir fait toutes les étapes précédentes avant de penser à la géothermie. Voilà. Petite question Ouais. juste avant. Où en est-on sur la technique des puits canadiens?
Alors là, pareil, je ne suis pas assez spécialiste là-dessus, je pourrais pas vous répondre tout de suite. Je ne sais pas si Émilie, tu as une réponse? Alors, en fait, les puits canadiens, il peut être soit associé à la ventilation dans le cadre d'une VMC double flux, et il va permettre à ce moment-là plutôt un rafraîchissement estival, hein. Il est plutôt considéré comme, pouvant améliorer le système de ventilation pour faire simple. Et sinon sur la géothermie, on va directement être sur des sondes, alors qui peuvent reprendre un peu l'idée, hein, quand elles sont en serpentin horizontal, donc pas à la verticale. Mais comme l'a dit Noé, là, on est sur quelque chose qui est un petit peu moins performant que le vertical et qui nécessite surtout une très grande surface. Mmh. Mais voilà, pour le puits canadien, moi, j'ai pas entendu parler d'évolution récente, hein, ces 10 dernières années, et on est plutôt sur l'amélioration de la ventilation, et permettre un rafraîchissement, estival via la ventilation double flux plutôt, donc pas associé à de la pompe à chaleur. Ensuite, du coup, pour les aides en géothermie, nous, côté Climaction, on va aider aux études et investissements pour de la production inférieure à 75 mégawattheures par an, ENR par an, donc sur nappe, sur champ de sonde, en corbeille, géostructure, eau usée, donc c'est un peu ce qu'on a vu juste avant. Taux d'intervention, on est encore entre 50 et 70% pour les études, plafonné à 50 000 euros. Et pour les investissements, on est entre 40 et 60% suivant le maître d'ouvrage, avec possibilité de monter lorsqu'il y a un réseau de chaleur en plus. Il y a quelques conditions, forcément, une durée minimale de fonctionnement de 1000 heures par an à puissance nominale. Un système de suivi de l'installation doit être mis en place. C'est la même chose, hein, pour le solaire thermique. Et la géothermie sur nappe doit avoir un COP bac supérieur ou égal à 4,5. Et sur champ de sonde, supérieur ou égal à 4. Donc, c'est ce que j'ai dit avant, c'est entre 3 et 6. Donc, il faudra bien faire attention, hein, par rapport à ça. Tous les dispositifs sont disponibles sur climaction.fr. On peut passer à la suivante. On Sur a le juste photo. Ouais, pardon. je vous recoupe. On a juste une remarque d'Olivier qui dit pomper sur nappe, c'est pas une bonne idée car on la perturbe même si on réinjecte plus loin. C'est comme cela qu'on assèche certains endroits. Est-ce que Alors, vous encore avez... une fois, je ne suis pas le plus grand spécialiste sur la géothermie. Seulement, la, comment, pompage sur nappe, c'est pas tant un souci puisque l'eau, en fait, ce qu'on puise, on le réinjecte directement. On ne prend pas l'eau en soi, hein, on la fait circuler, on la décharge en calories. Il y a aussi une distance minimum entre le point de puisage et le point de réinjection pour justement que la nappe l'eau puisse se recharger, entre guillemets. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés sur les nappes, comme je l'ai dit, lorsque la nappe descend trop. Du coup, ça sèche. La géothermie peut être impactée puisqu'on va puiser plus de la boue qu'autre chose et du coup boucher le système de pompage. Et l'autre difficulté, c'est s'il y a trop de géothermie sur une nappe. Ça, c'est vrai. Lorsqu'il y a plusieurs types de géothermie, enfin plusieurs points de pompage, il peut y avoir des difficultés pour pour la nappe, forcément, de se régénérer en calories et en termes d'eau. Mais en réalité, on ne va pas assécher normalement la nappe puisque l'eau est directement remise. Pareil, Émilie, si tu veux me corriger ou, euh, ou affiner mon propos. Mais encore Non, une fois, non, je ne suis pas spécialiste. je suis plutôt d'accord avec toi, sur ce point, donc voilà, on n'est pas, et puis il faut avoir en tête, hein, que les nappes, c'est pas des mini nappes, hein, c'est quand même vraiment très, Mm. très gros. Donc c'est pas la géothermie, hein, qui est responsable de l'assèchement des nappes, c'est plutôt, ça va plutôt être des pompages, trop importants pour des usages, soit d'eau potable, hein, ou sur des usages industriels ou autres, ou agricoles. Mais moi j'ai pas entendu, parler de problème, à ce niveau-là. Mm. Et d'autant plus que du coup, c'est bien contrôlé et régulé par l'Adréal. C'est pour ça qu'on voyait ces schémas juste avant. L'idée, c'est bien à chaque fois qu'on fait une nouvelle géothermie, c'est de déclarer son installation pour avoir du coup une visibilité du nombre d'installations qu'on a dans le Grand Est et aussi du nombre d'installations qu'il y a sur une nappe, typiquement, pour éviter de la perturber. Mais on ne va pas la perturber sur le niveau de l'eau, on va plutôt, s'il y a trop de géothermie, la perturber sur le niveau de température de l'eau.
Du coup, on aide aussi le solaire photovoltaïque. Alors ça, c'est en parenthèse puisqu'on est sur une diminution des aides au fur et à mesure des années. Là, on aide encore sur les études structures, les études. Du coup, à l'investissement, on est sur de l'autoconsommation collective, je ne veux pas me tromper, encore individuelle. Émilie, je veux bien que tu me... Parce que c'est vrai que le photovoltaïque, je suis beaucoup moins dessus. Et comme tu instruis, je veux bien que tu prennes Oui. la relève là-dessus. Alors, sur les aides pour le photovoltaïque, on est sur de l'autoconsommation individuelle à partir de 100 kW de puissance. Donc, autant dire que c'est plutôt pour des projets qui étaient à la base industriels ou des très très gros projets, ce ne sera pas votre cas. Donc, pour vous, on sera plutôt sur l'autoconsommation collective, encore patrimoniale jusqu'à la fin de l'année. Voilà, sachant qu'effectivement, comme l'a dit Noé, on est sur des aides qui tendent à diminuer. Et puis, il faut savoir que les tarifs d'achat, hein, dans le cadre de l'obligation d'achat d'EDF, interdisent les aides publiques, ce qui explique pourquoi au niveau de la région, on ralentit fortement sur le photovoltaïque, parce que finalement, vous deviez choisir entre les 2 et du coup, c'est souvent plus intéressant d'avoir, ces tarifs que, nos aides. Mm. Merci. Et je crois que j'en ai fini du coup sur les énergies renouvelables, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Si vous avez des questions, continuez. Merci Noé. Je crois qu'on a Lilou a posé les questions au fil de l'eau quand il y en avait, mais effectivement, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser, à lever la main. Vous pouvez même les poser en direct si vous en avez. De toute manière, tous les supports hein, vous seront bien évidemment transmis. On vous a aussi mis quelques liens dans le fil de discussion pour aller un petit peu plus loin. Est-ce que dans l'Assemblée, il y aurait encore des interrogations, des questions à poser en direct aux intervenants ou tout simplement vos propos étaient plus que clairs et ne déclenchent pas forcément d'autres questions? En tout cas, j'en vois pas apparaître. Moi, je tiens à remercier. Ah, si je vois une main qui se lève, ça y est. Eh bien, Michel, vous pouvez Oui, bien vous évidemment m'entendez prendre là? la parole. Vous m'entendez? On Oui. vous Oui. entend, oui. Oui, c'était juste par rapport au début des interventions, quand on parlait de mesurer très précisément toutes les consommations. On peut avoir, à Ouais. titre personnel, je fais ça depuis 40 ans dans ma maison, et je voudrais insister sur le fait que c'est très important de mesurer. Alors, par exemple, en énergie électrique, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas pour, mais le compteur Linky aide énormément à faire ces mesures régulières pour connaître ses consommations. Et en matière, alors en eau, il faut faire ses auto-relevés. Et en électrique, mon expérience m'a montré qu'il y a un point énorme quand on travaille sur de l'amélioration d'existants, c'est les appareils qui font du froid. Un appareil moderne qui fait du froid, d'après les calculs que j'avais faits, ça s'est vérifié. Donc je parle en particulier sur des petits appareils, des frigos, des congélateurs, des choses comme ça. Ça s'amortit en 2 ans, maximum, voire parfois en 1 an. Le fait de foutre à la poubelle, enfin de mettre à la déchetterie, il faut le faire correctement, un vieux congélateur pour en mettre un de technologie beaucoup plus moderne, en gain de consommation, c'est très très rapide et très efficace. Et juste pour signaler ça, c'est un point énergivore en matière d'électricité, le froid. Voilà. Oui, si je peux Merci, compléter. Michel. Si je peux compléter, du coup, ben, merci pour ce retour d'expérience qui illustre du coup les propos qu'on a pu dire. Et juste pour en revenir aussi sur les équipements de froid, et notamment par rapport à la climatisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un équipement de climatisation qu'on utilise que sur 2-3 mois dans l'année consomme autant qu'un vieux réfrigérateur, justement. Donc, c'est pour dire à quel point c'est une partie qui consomme énormément en termes d'électricité. Merci. En tout cas, sur les
consommation d'énergie, on voit qu'il y a un réel intérêt de les suivre. Et là encore, je vais prêcher pour ma paroisse, mais pour l'UNAT, en tout cas, on peut complètement vous accompagner sur ces sujets-là. Si vous voulez mettre en place des outils de suivi de consommation, on peut bien évidemment vous accompagner. Je vois pas forcément d'autres remarques et je vois aussi l'heure qui tourne. Il y a juste une dernière remarque, je me permets de te couper. Oui. L'abonnement en électricité ne peut pas dépasser plus de 10% de la facture totale d'électricité. OK, mais en France, avez-vous également des frais liés au transport de l'énergie? Alors oui, effectivement, sur les factures d'énergie, d'électricité, il y a une partie acheminement. Il y a quelqu'un qui a son micro. Suivant la signification du contrat. Donc, il y a une partie justement, en fait, on appelle ça va rentrer dans la partie taxe, la partie acheminement sur une facture d'électricité en France. Donc, on a vraiment l'abonnement, la consommation et les taxes. Et dans la partie taxe, on a les taxes justement liées à l'acheminement, à la production d'électricité et les taxes après du gouvernement. Merci. J'espère qu'Olivier, on a répondu à votre question. Sinon, vous pouvez tout à fait intervenir en direct. Je ne vois pas d'autres mains levées. Lilou, ça me semble bon. Je voudrais simplement donc remercier Antoine, Émilie et Noé pour leur intervention de très bonne qualité. C'est une sensibilisation, bien évidemment. On pourrait encore vous parler des heures et des heures de ce sujet-là. Mais on ne le peut pas. En tout cas, on essaiera d'approfondir certains. Ah oui, Olivier a répondu, en Belgique, on dépasse largement les 30%. Oui. Donc oui, vous remercier et aussi donc vous dire que voilà, que ce soit, je vais juste remettre ma présentation à moi, comme ça vous aurez la fin des informations. Hop. Désolée pour le petit contretemps. Voilà, je ne sais pas si ça apparaît de votre côté, mais en tout cas, voilà, sachez que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez très bien contacter. Est-ce que ça apparaît bien sur vos écrans? OK. Vous pouvez donc bien évidemment prendre contact avec nos animateurs territoriaux qui sont sur les 3 anciennes régions et qui seront du coup un plaisir de vous accompagner sur ce sujet-là. Vous dire aussi que du coup notre première série de webinaires s'achève aujourd'hui. Elle reprendra en fin d'année et début d'année prochaine. Et puis on vous proposera donc un autre format prochainement. On sait que pour notre réseau et les établissements touristiques, on va tout doucement rentrer dans la pleine période et notamment la période estivale. Donc, on ne souhaitait pas vous proposer des temps sur cette période-là. Et donc, on reprendra notre accompagnement donc à la rentrée et on mettra en place courant octobre-novembre des rencontres territoriales où on pourra approfondir tous les sujets, et notamment les 3 thématiques qui ont été abordées lors de cette première série de webinaires. Donc sur l'alimentation durable, sur la ressource en eau et sur les consommations d'énergie. On essayera de vous proposer plusieurs lieux, notamment sur les anciennes régions pour être au plus proche de vous. Et donc ces rencontres territoriales seront basées principalement sur de l'échange entre pairs. On pourra donc visiter certaines structures de notre réseau et puis aller un petit peu plus loin avec des cas pratiques, je le rappelle, sur ces 3 thématiques qui auront été abordées sur cette première série de webinaires. Et puis donc suivra la 2e série de webinaires qu'on pourra proposer à l'UNAT. Je vous mets quelques sujets. Bien évidemment, vous pourrez, lors des rencontres territoriales, nous proposer d'autres sujets.
mais il sera question notamment d'échanger sur tout ce qui est sobriété numérique, sur les achats responsables, donc en dehors de l'alimentaire, sur les démarches RSE, RSO et également sur le sujet de l'accessibilité, donc tout ce qui est en lien avec tourisme et handicap. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre écoute et de votre accueil. Je vous rappelle qu'on vous transmet, et je vais tout de suite vous mettre dans le fil de discussion le lien pour répondre à notre questionnaire de satisfaction afin qu'on puisse bien évidemment s'améliorer au plus tard. Et puis, bien évidemment, encore remercier nos intervenants, remercier tous les participants. Et puis, vous souhaiter bien évidemment une bonne saison estivale. Elle va vite arriver. En tout cas, merci encore de votre écoute. Et puis, je vous mets tout de suite le lien, hop, pour répondre au sondage. Et bien évidemment, je vous libère juste après. Hop, voilà, il est noté. Merci encore à toutes et tous. Bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop, on vous laisse quitter la salle. Est-ce que... Il y a encore l'enregistrement. Ah oui, merci. Écoutez, j'avais une question pour vous. Attends, parce que